Nouveaux affrontements dans le sud-ouest du Soudan du Sud. Ils opposent une fois de plus les forces loyalistes gouvernementales aux ex-rebelles. Au Togo, célébration du 8e anniversaire du parti politique OBU. L'événement a eu lieu ce samedi à Lomé. Au Bénin, plaidoyer pour l'adoption d'une loi spécifique sur la protection de la femme, une initiative de l'ONG Changement Social Bénin. Merci de prendre le rendez-vous, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de l'information sur SICA. Au Soudan du Sud, de nouveaux combats ont éclaté entre forces loyalistes et ex-rebelles dans le sud-ouest du pays. Ils interviennent un mois après des affrontements dans la capitale Juba, ayant mis en péril un fragile accord de paix. Images et son. Les combats ont éclaté non loin des frontières ougandaises et congolaises. Ils surviennent alors que le pays a encore du mal à se remettre des affrontements qui avaient opposé un mois plus tôt des forces loyalistes et ex-rebelles sud-soudanais dans la capitale Juba. Des violences qui ont davantage fragilisé l'accord censé ramener la paix dans le pays. Les combats entre les forces pro-gouvernementales du président Salva Kiir et les hommes fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar ont éclaté à deux endroits proches de la ville de Yei, située à plus de 150 km au sud-ouest de Juba. Ils ont débuté quelques jours plus tôt à Muguo, une localité au sud de Yei, située le long de Kaya Highway, un axe routier important pour l'approvisionnement du Soudan du Sud menant vers l'Ouganda. Notons qu'au cours de ces dernières semaines, après les combats de Juba, d'autres accrochages ont été rapportés entre loyalistes et ex-rebelles, non loin de la capitale. Toutefois, peu de détails ont filtré en raison de la situation sécuritaire sur le territoire sud-soudanais. Le gouvernement éthiopien a réprimé dans le sang les manifestations antigouvernementales du week-end. Les forces de sécurité ont tué par balles plusieurs dizaines de personnes dans les régions Oromo et Amara. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a fait état lundi de près de 100 morts et plusieurs centaines de blessés. L'ONG accuse les forces de sécurité d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Les précisions. Le gouvernement n'a pas encore fourni de bilan, mais a évoqué dans un communiqué des manifestations illégales organisées par des ennemis étrangers en partenariat avec des forces locales. Une source diplomatique en poste à Addis Abeba a rapporté un premier décompte partiel de 49 morts pour les deux régions Oromo et Amara. Dans la plupart de ces manifestations, il y a eu un usage excessif de force et beaucoup de personnes sont décédées, au moins 67 à Oromia, d'après nos dernières statistiques. Mais le nombre varie parce qu'il y a eu un gros blackout d'Internet, surtout dans la région d'Oromia, à Addis Abeba et dans la région Amara. Du coup, les chiffres varient. So the numbers are fluctuating. Par le passé, le gouvernement a régulièrement accusé des groupes terroristes et des forces étrangères, singulièrement érythréennes, d'être à l'origine de ces mouvements de protestation aux motivations conjoncturelles différentes, mais qui ont en commun la critique croissante d'un appareil d'État essentiellement aux mains de responsables issus de la région du Tigré. Ces derniers, à la tête du Front de libération du peuple de Tigré, avaient chassé du pouvoir le dictateur Mengistu Haïlé Mariam en 1991 et forment depuis l'ossature de la coalition qui règne sans partage sur le pays. There is no freedom of expression, there is no independent media. Il n'y a aucune liberté d'expression, il n'y a pas de médias indépendants, pas de presse écrite indépendante. Les journalistes travaillent dans des conditions difficiles, dans un contexte juridique désagréable en Éthiopie. Et l'Éthiopie a arrêté un grand nombre de journalistes. L'Éthiopie est un des pires pays au monde au niveau des arrestations de journalistes. Donc, il n'y a aucune place pour l'expression d'une opposition dans le pays. So, there is no space for expression of opposition in the country. Depuis fin 2015, la région Oromo, qui englobe la capitale Addis Abeba, est le théâtre de manifestations sporadiques violemment réprimées. La contestation a gagné ces dernières semaines la région Amara avec une tentative d'arrestation de dirigeants locaux qui contestent la décision du gouvernement éthiopien de rattacher le district de Walgate à la région voisine du Tigré.
Le fils de l'ex-président centrafricain François Bozizé, Jean-Francis Bozizé, a été remis en liberté provisoire. Il avait été arrêté, rappelons-le, vendredi dernier à Bangui pour être entendu mardi par un juge d'instruction. Il s'est vu notifier les charges pesant contre lui lors de son audition durant environ 1 heure. Au Tchad, le chef de file de l'opposition Saleh Kebzabo a été entendu ce mardi comme témoin par la police judiciaire. Et ce, dans le cadre de la disparition présumée d'une vingtaine de militaires après la présidentielle d'avril dernier. Les détails. L'audition du chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo, intervient au lendemain de la cérémonie d'investiture du président Idriss Déby Itno. À la demande du procureur général, nous avons entendu Saleh Kebzabo comme témoin sur l'affaire des présumés militaires disparus au lendemain de l'élection présidentielle du 10 avril, a déclaré une source judiciaire. Toujours selon cette source, l'audition a duré 2 heures. Pour rappel, fin avril, l'opposition avait dénoncé la disparition d'au moins 20 militaires qui auraient refusé de voter pour le président Idriss Déby Itno, candidat à un 5e mandat, et dont certains auraient été arrêtés et emprisonnés. Suite à cela, une enquête sur leur disparition a été ouverte mi-mai par le parquet de N'Djamena après que la France et les ONG Amnesty International et la Ligue tchadienne des droits de l'homme eurent demandé aux autorités de faire toute la lumière sur cette mystérieuse affaire. Certains médias nationaux faisaient alors état de 40 à 60 membres des forces de défense et de sécurité portés disparus. Il faut dire que la levée de l'immunité parlementaire de Saleh Kebzabo et Galingo Tegata la semaine dernière a été autorisée par l'Assemblée nationale afin qu'ils soient entendus dans cette affaire. La Zambie vote demain jeudi pour élire son nouveau président et ce dans un scrutin qui s'annonce très serré. Le président sortant Edgar Lungu, élu l'an dernier, affronte son rival Hakainde Hichilema après une campagne électorale émaillée d'incidents. Les précisions. Edgar Lungu, 59 ans, a été élu président de la Zambie en janvier 2015 pour achever le mandat de son prédécesseur, Michael Sata, décédé brutalement en octobre 2014. Il avait battu d'une très courte majorité, moins de 28 000 voix d'écart, soit 1,5% son rival, Hakainde Hichilema, qui avait qualifié le scrutin de simulacre et qui se présente jeudi pour la 5e fois à la présidentielle. Les supporters du Front patriotique, PF, parti du président Lungu, et ceux du Parti uni pour le développement national, UPND, de Hichilema se sont violemment affrontés ces dernières semaines, conduisant même à une suspension de la campagne dans la capitale Lusaka, le mois dernier. Quand le PF fait campagne, personne ne les attaque. Mais quand l'UPND fait campagne, il y a toujours des bagarres. La Zambie est un pays chrétien, donc ce n'est pas bien. Alors que l'élection s'annonce plus serrée que jamais, Edgar Lungu a été accusé de tenter de museler l'opposition. Je vais voter pour Edgar Lungu, c'est certain, parce que j'ai vu les améliorations. Je ne vote pas à l'aveugle, je vois ce qu'il fait. Il travaille vraiment. La Zambie, ultra dépendante du cuivre, dont elle est le 2e producteur d'Afrique, après son voisin de la RDC, a enregistré une croissance de 3,6% l'an dernier, la plus faible depuis 1998. Des milliers d'emplois ont été supprimés dans le secteur minier, l'inflation dépassant les 20%, le déficit 8% du PIB et la sécheresse perturbent la production hydroélectrique. Le vainqueur de l'élection sera élu pour un mandat de 5 ans. Si aucun des 2 candidats n'obtient 50% des voix, un second tour sera organisé. Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire OBU a célébré ses 8 années d'existence ce samedi. Une occasion pour le président de cette formation politique de répondre aux interrogations des professionnels des médias nationaux et internationaux sur les dernières actualités au Togo. Précisons que OBU est un parti politique de l'opposition togolaise de l'ancien Premier ministre Gabriel Kodjo Agbeyome. En 2 axes se résume la sortie médiatique marquant la célébration du 8e anniversaire du parti politique de l'opposition togolaise, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire OBU de l'ancien Premier ministre Gabriel Kodjo Agbeyome. D'abord, un bilan sommaire. Notre formation politique OBU a en toute humilité suscité la création du collectif pour la vérité des urnes et des comptes publics,
qui contribua par ses premières publications à l'éveil d'une conscience citoyenne. S'agissant du scrutin présidentiel de 2015, notre formation politique avait préconisé l'élaboration du programme commun préalablement à la désignation du candidat unique de l'opposition. Elle ne fut pas entendue. S'agissant des réformes politiques et institutionnelles, notre formation politique exhorta vainement l'opposition parlementaire à accepter le principe de la candidature de Faure Gnassingbé pour un seul et dernier mandat. La position de Obu par rapport aux dernières actualités du pays. Ce que ADI et ANC veulent faire au niveau de l'Assemblée, c'est un sous-ensemble de ce que nous avons arrêté au niveau de HCO. Nous avons exhorté le pouvoir à sortir vite de la commission. C'est que ça va au-delà. Les problèmes de chefferie, les problèmes de foncier, modernisation du foncier. Créé le 2 août 2008, le parti Obu se veut une formation politique de l'opposition modérée, selon le président national du parti, Gabriel Kodjo Agbeyomi. Au Bénin, il a été procédé ce mardi à la quinzaine de plaidoyers pour l'adoption d'une loi spécifique sur la promotion de la femme. L'initiative est de l'ONG Changement Social Bénin en collaboration avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers déterminés à se battre pour faire de la promotion de la femme, en l'occurrence la parité, une réalité. La tenue des assises était à la maison de la société civile béninoise. Reportage. Promotion et protection de la femme, malgré les luttes incessantes et multiples initiatives, le pari est encore bien loin d'être gagné au Bénin. Nous avons déploré la nomination de 3 femmes en tant que ministre. Personnellement, j'ai déploré. C'est même pas que je veux figurer parmi ces femmes-là, mais il y en a. Pourquoi ne pas mettre dans les 21 ministres au moins, même si ce n'est pas 50%, pourquoi ne pas mettre au moins 7 femmes? Pourquoi pas 8? C'est comme si on nous réduisait à néant. Nous n'existons pas. Nous ne sommes pas capables. Non. La femme existe au Bénin. À raison, l'ONG Changement Social Bénin s'engage de concert avec ses pairs et bien des partenaires techniques et financiers pour une quinzaine sur la promotion et la protection de la femme. Cette quinzaine a pour objectif principal de mener un plaidoyer sur l'urgence de l'adoption d'une loi sur la parité et des mesures temporaires de promotion de la femme en République du Bénin. Pour l'ONG Changement Social Bénin, il n'est point besoin de changer de cap dans les stratégies visant la promotion et la protection de la femme. En revanche, à ses yeux, les élus du peuple apparaissent désormais comme des partenaires privilégiés à associer sans discontinuer. Ainsi s'achève cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se dit à très bientôt.